très heureuse, je ne sais pas si vous m'entendez bien, très heureuse aujourd'hui d'accueillir Hangang dans le cadre du Festival de la culture coréenne organisé par le Centre culturel coréen à Paris en collaboration avec nos étudiants de coréen à l'INALCO. Alors, heureuse bien entendu en tant qu'enseignante de littérature en studio même, mais aussi parce que j'ai eu la chance de nouer un lien personnel avec Hangang et surtout son univers romanesque à travers deux ouvrages que j'ai co-traduits et qui seront bientôt publiés en France. Alors Hangang est aujourd'hui un des écrivains les plus féconds et aussi sans doute le plus considéré en Corée du Sud, et sa renommée s'étend de plus en plus hors frontières. Je viens de lui poser la question tout à l'heure, et elle m'a répondu qu'elle a été traduite dans une dizaine de langues. Et quelques-uns de ces textes ont aussi été traduits en français. Je donnerai juste les titres. Donc, une nouvelle dans un recueil qui s'appelle Cocktail, Sugar et autres nouvelles de Corée, donc de l'édition Yuma. Alors, il y a, on va citer sans doute ce récit long, enfin c'est un roman assez long, qui a imprimé mais qui n'est pas encore en vente apparemment, parce que l'éditeur apparemment a retardé finalement, a décidé de retarder un peu la mise en vente. Donc chez l'édition de Crescendo, donc par le vent se lève, qui sera donc bientôt disponible en février 2015, donc vous trouverez cet ouvrage en librairie. Et une autre nouvelle, donc, dans un recueil intitulé Nocturne d'un chauffeur de taxi, aux éditions Philippe Ray, si je ne me trompe. Alors, Hangang est né à Gwangju, dans la ville de la province de Cholla, au sud-ouest du pays. Alors, être né dans cette région, c'est déjà pour un écrivain hérité d'un symbole assez lourd, et j'aimerais y revenir aussi tout à l'heure. Hangang entre en littérature en 1993, à peine après avoir obtenu sa licence de littérature coréenne dans une des universités les plus réputées de Séoul. Alors, elle fait ses débuts, enfin, comme on dit en Corée, selon une modalité qui est ancienne, une modalité classique, et qui est encore pratiquée dans ce pays, c'est-à-dire en remportant des prix littéraires. Alors, le cas de Hangang est assez original parce qu'elle en gagne deux successivement, un avec des poèmes et un autre avec une nouvelle. Et nous parlerons donc aujourd'hui essentiellement de ses œuvres en prose, mais j'aimerais, si le temps nous le permet, donc aussi l'interroger sur sa création dans les domaines de la poésie, mais aussi de la chanson, parce qu'elle est également, elle écrit des chansons et chante. Hangang a déjà publié plus de 10 ouvrages, romans, nouvelles, essais, poèmes, etc. Et elle a été récompensée par les prix littéraires les plus prestigieux en Corée, dont le prix Isang. Isang est une figure de l'avant-garde, une espèce de génie littéraire de la première moitié du XXe siècle. Donc ce prix Isang qui lui a été décerné en 2005 pour son texte qui s'appelle La tâche mongolique. Et c'est d'ailleurs avec ce texte que je qualifierais d'envoûtant, en fait, que j'ai découvert l'écrivain Hangang. Alors il s'agit d'une nouvelle, plutôt ce qu'on pourrait appeler novella, puisque en fait il s'agit d'un texte de quelques 80 pages, donc c'est un peu trop long pour une nouvelle. Donc après l'avoir lu et sous le coup de l'admiration que le texte avait suscité en moi, j'ai tout de suite pris contact avec l'auteur parce que j'avais très envie de traduire ce texte en français. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait il formait une espèce de trilogie comportant deux autres textes et publiés séparément dans des revues. Et les trois opus ne seront réunis dans un volume donc en 2007 à cause d'un problème lié au droit, si j'ai bien compris. Et sur la couverture de l'ouvrage, en
coréen, donc, se trouve en bord du nom de l'auteur et de l'intitulé une indication générique, 연작 소설. Elle désigne une forme de fiction en prose qui n'a pas d'équivalent en France, à savoir une série de récits relativement brefs dans lesquels les mêmes personnages reviennent de manière récurrente. Je ne sais pas si vous avez lu Le Nain de Chosei, par exemple, c'est un exemple. Les textes peuvent être lus donc indépendamment, d'où l'apparition séparée de ces trois parties dans plusieurs revues, ou comme un ensemble. Je vous poserai aussi la question sur cette forme tout à l'heure. Mais d'abord, la végétarienne est donc composée de trois volets, donc la végétarienne, l'attachement gaulliste et les flammes des arbres. Le thème central pourrait être défini comme la montée en puissance d'une obsession qui finit par dériver vers la folie, en l'occurrence la folie de Yang-hei, c'est le personnage central, épouse modèle, terne et effacée, dont la destinée va basculer à la suite de rêves lancinants qui l'amènent à renoncer à tout aliment autre que végétal, puis à tout aliment tout court par la fin. Et à partir de ce point de départ, somme toute assez anodin, c'est-à-dire une femme qui fait le choix radical d'un régime alimentaire, l'auteur nous transporte peu à peu dans le domaine de la démence. Alors nous demandons à Hangang de lire le début du troisième volet, donc les flammes des arbres. Ensuite, Lucille Cosgrave, donc notre étudiante à l'INALCO, lira la traduction que j'ai établie en français. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 삼장 나무불꽃의 앞부분인 것이 있습니다. Vous ne m'entendez pas? Vous entendez pas? Les deux? 네. 그녀는 비에 젖은 도로를 바라보며 서 있다. 마서급 터미널 건너편의 버스 정류장이다. 거대한 화물차들이 굉음을 내며 1차선을 질주해 지나간다. 빗발은 그녀의 우산을 뚫고 들어올 것처럼 거세다. 그녀는 아주 젊지 않다. 딱히 미인이라고 부르기도 어렵다. 다만 목선이 고운 편이고 눈매가 서글서글하다. 자연스러워 보이는 옅은 화장을 했으며 흰 반소매 블라우스는 구김없이 청결하다. 누구에게든 호감을 줄 법한 그 단정한 인상 덕분에 희미하게 얼굴에 배어있는 그늘은 그다지 눈에 띄지 않는다. 그녀의 눈이 잠시 빛난다. 기다리던 버스가 멀리서 모습을 드러냈기 때문이다. 그녀는 차도로 내려가 팔을 뻗는다. 맹렬히 달려오던 버스가 속력을 늦추는 것을 본다. 축성 정신병원 가지요. 늦은 중년의 버스 기사가 고개를 끄덕이며 올라오라는 손짓을 한다. 차비를 낸 뒤 앉을 의자를 찾는 그녀의 눈에 승객들의 얼굴이 들어온다. 모두 그녀를 주시하고 있다. 환자인가? 보호자인가? 어디 이상한 구석은 없나? 의심과 경계, 혐오와 호기심이 얽힌 그들의 시선을 그녀는 익숙하게 외면한다. 그녀의 접힌 우산에서 물이 흘러내린다. 버스 바닥은 이미 젖어 검게 번들거린다. 우산으로 채 가리지 못한 비 때문에 그녀의 블라우스와 바지는 절반 가까이 젖었다. 버스는 속력을 내어 빗길을 달린다. 그녀는 균형을 잡으려 애쓰며 안쪽으로 걸어 들어간다. 두 좌석 다 비어있는 자리를 찾아 창조 앉는다. 가방에서 휴지를 꺼내 긴 서린 차창을 닦는다. 오랫동안 혼자여온 사람만이 가질 수 있는 단단한 시선으로 차창을 두드려
나눈다. Elle est là, à regarder la chaussée mouillée par la pluie. C'est un arrêt de bus situé en face de la gare routière du bourg Massot. De gigantesques camions foncent sur les deux voies, avec un bruit déchirant. Ils tombent des cordes. L'averse est si violente qu'elle semble vouloir percer son parapluie. Elle n'est plus très jeune, ni particulièrement belle non plus, mais sa nuque dessine une courbe élégante et elle a de grands yeux. Son maquillage est léger, presque indécelable. Son chemisier immaculé est impeccablement repassé. La bonne impression qui se dégage de l'ensemble de sa personne, suscitant la sympathie, fait quelque peu oublier la vague ombre qui voile son visage. Ses yeux brillent un court instant. Le bus qu'elle attendait vient d'apparaître au loin. Elle descend sur la chaussée et tend le bras. Le véhicule, qui roulait à toute vitesse, ralentit. Vous vous arrêtez près de la clinique psychiatrique Tucson ? Le chauffeur, un homme sur la mauvaise pente de l'âge mûr, hoche la tête et lui fait signe de monter. Tandis qu'après avoir payé, elle cherche un siège, elle remarque que les autres passagers la dévisagent. Est-ce elle, la malade ? Va-t-elle voir un membre de sa famille ? Y a-t-il en elle quelque chose de bizarre ? Le soupçon et la méfiance, l'hostilité et la curiosité se mêlent dans leur regard qu'elle ignore, comme quelqu'un qui en a l'habitude. Des taches noires et brillantes se sont déjà dessinées sur le plancher, formées par l'eau qui ruisselle de son parapluie replié. Il n'a pas empêché que son chemisier et son pantalon soient à moitié trempés. Le bus accélère sur la route qui ruisselle. Tout en essayant de garder son équilibre, elle avance vers le fond du car. 2 sièges voisins restent inoccupés et elle prend celui côté fenêtre. Elle sort un mouchoir en papier de son sac et essuie la buée sur le carreau. De ce regard ferme qui n'appartient qu'à ceux qui sont habitués à la solitude, elle contemple les gouttes qui frappent violemment la vitre. Après Massot, la route longe une forêt de fin juin noyée par le déluge et qui ressemble à une énorme bête retenant ses rugissements. Quand le bus entame la montée du mont Tucson, la route devient plus étroite et sinueuse. La forêt est de plus en plus proche, convulsant son corps dégoûtant. Est-ce dans les environs qu'on a retrouvé Yongye, sa sœur ? Elle imagine les recoins obscurs, cachés par ces arbres qui secouent les troncs d'eau, puis finit par détourner la tête. Yongye avait disparu, lui avait-on dit, durant la promenade non surveillée, soit entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Le ciel était chargé de nuages gris, mais il ne pleuvait pas encore. Ceux qui n'étaient que légèrement atteints avaient donc été autorisés à faire leur sortie habituelle. À 3 heures, les infirmiers étaient constatés que Yongye n'était pas rentré. La pluie commençait à tomber. Tout le personnel de la clinique avait été mis en alerte. Les employés des services administratifs avaient rapidement barré le chemin emprunté par les bus et les taxis. La disparue pouvait être déjà à Massot, si elle avait quitté la montagne, ou bien s'être enfoncée plus profondément dans la forêt. Plus l'après-midi avançait, plus les gouttes grossissaient. Le soleil de mars avait disparu encore plus tôt que d'habitude, du fait mauvais temps. Au cours d'une battue minutieuse dans la forêt, par chance, ou plutôt, d'après son médecin, par miracle, un des infirmiers avait fini par retrouver Yongye. Sur une pente isolée, dans les profondeurs de la cime, elle se tenait debout, parmi les arbres ruisselants, parfaitement immobile, comme si elle avait été l'un d'entre eux. À 4 heures, quand elle avait reçu l'appel, lui signalant la disparition de sa sœur, elle se trouvait avec son fils, Chiyu, âgé de 6 ans. Cela faisait 5 jours que sa température tournait autour de 40 degrés, et elle avait amené à se faire radiographer les poumons. Lançant un regard inquiet à sa mère et au médecin qui se trouvait de l'autre côté de la vitre, le gamin se tenait seul devant l'appareil. Madame Kim Il-Yé, c'est elle-même. Vous êtes de la famille de mademoiselle Kim Il-Yé, n'est-ce pas ? C'était la première fois que la clinique où celle-ci était hospitalisée l'appelait sur son portable. C'était plutôt elle qui leur téléphonait pour les prévenir de sa visite ou pour prendre des nouvelles de sa sœur. D'un ton calme qui voulait dissimuler ses appréhensions, l'infirmière l'informa de cette fugue. « Nous faisons de notre mieux.
Si elle prend contact avec vous, il faut nous prévenir tout de suite. » Puis, elle lui avait demandé, avant de raccrocher, « Avez-vous une idée d'endroit où elle aurait pu aller? Chez vos parents, par exemple? » « Ils habitent loin. Je vais les appeler. » Après avoir rangé son portable dans son sac, elle était allée rejoindre son fils et l'avait pris dans ses bras. Son corps, qui avait maigri en quelques jours, était brûlant. « J'étais bien, hein, maman ?» Son visage était rouge, probablement du fait de la fièvre, mais aussi de l'attente d'un compliment. « Mais oui, tu n'as pas du tout bougé. » Après avoir écouté le médecin, qui lui avait déclaré qu'en tout cas, il ne s'agissait pas d'une pneumonie, elle était rentrée en taxi, portant son fils dans ses bras, alors qu'il pleuvait dehors. Elle lui avait fait une rapide toilette, et après lui avoir fait avaler du porridge et des médicaments, elle avait couché. Elle n'avait pas la tête à se faire du souci au sujet de sa sœur, qui avait fait une escapade. Cela faisait 5 jours que le garçon était malade et qu'elle n'avait pas bien dormi. Si la fièvre ne baissait pas ce soir-là, il fallait l'hospitaliser. Elle était en train de préparer un sac, au cas où, en y mettant la carte de sécurité sociale et des vêtements de l'enfant, quand le téléphone avait sonné. Il était presque 9 heures. « Ah, vous l'avez retrouvé? C'est bien. Je viendrai la voir la semaine prochaine comme prévu. » C'était très sincèrement qu'elle avait exprimé ses remerciements à son interlocuteur, mais le timbre de sa voix était rauque et altéré par la fatigue. Après avoir raccroché, elle avait réalisé qu'il y avait plu dans tout le pays, et donc, probablement dans la montagne où on avait retrouvé Youngye. Elle s'étonnait qu'une scène à laquelle elle n'avait pourtant pas assisté lui apparaisse avec une telle netteté. Alors que toute la nuit, elle avait appliqué une serviette mouillée sur le front de l'enfant, dont la respiration sifflait, tombant de temps en autre dans un sommeil qui ressemblait à un évanouissement, elle avait eu la vision d'une forêt sous la pluie. La pluie noire, la forêt noire, la blouse de l'hôpital d'un blanc cassé, les cheveux mouillés, la pente sombre. Youngye, transformée en une masse d'obscurité et d'eau mêlée. Elle s'était trouvée soulagée par la fraîcheur qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait posé la paume de sa main sur le front de l'enfant. Sortant de la chambre, elle avait contemplé la lueur bleuâtre de l'aube qui s'infiltrait par la fenêtre de la terrasse. Se recroquevillant, elle s'était allongée sur le côté, sur le canapé. Il lui fallait dormir au moins 1 heure avant que Chiu ne se réveille. « Grande sœur, je me tenais sur les mains. Des feuilles poussaient sur mon corps. Des racines surgissaient de mes mains. Je m'enfonçais dans la terre, encore, encore. Oui, comme si des fleurs allaient s'y ouvrir. J'ai écarté les cuisses, je les ai largement ouvertes. » La voix de Youngye, qui lui parvenait dans son demi-sommeil, avait d'abord été basse et agréable, de plus en plus innocente, comme celle d'un enfant, pour devenir inintelligible, semblable à un cri de bête. Une forte sensation de dégoût, telle qu'elle n'en avait jamais ressenti auparavant, l'avait réveillée. Puis, elle s'était vue debout devant la glace de la salle de bain. Du sang coulait de son œil gauche. Elle avait vite essuyé, mais étrangement, dans le miroir, sa main n'avait pas bougé, et elle se contentait de regarder son œil qui saignait. Réveillée par la toux de Chiu, elle s'était levée péniblement pour regagner la chambre. Effaçant l'image de Youngye qui longtemps auparavant s'était tenue là, assise dans un coin, les genoux relevés, elle avait saisi la petite main que l'enfant brandissait, comme pris d'une crise d'épilepsie. « Ça va aller maintenant », avait-elle murmuré, sans savoir si c'était l'enfant ou elle-même qu'elle cherchait à apaiser. Ici, je vous raconte la partie qui a été lue par Lucie, le langue, la partie qui a été lue par l'auteur. La langue coréenne est une langue concise, mais pas la langue. Voilà, donc c'est la sœur, vous avez compris que la sœur aînée de Youngye se rend à l'hôpital psychiatrique où est enfermée, donc Youngye nous reviendra tout à l'heure, mais je voudrais d'abord poser la question à l'auteur, justement sur cette structure de Yonsak-Sosa, donc en 3 volets. 이 소설을 쓰기 전에 얘기를 잠깐 해야 될 것 같은데요. 내 여자의 열매라는 제목으로 단편 소설을 1997년에 썼었어요. Juste entre parenthèses,
parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, j'anime et j'interprète, ça va pas être très facile pour moi. Et excusez si je m'embrouille un petit peu. Donc, la réponse de rien. Il va falloir que je commence, remonte un petit peu dans le temps pour parler de cette trilogie. Donc, en 1997, j'avais écrit une nouvelle intitulée Le fruit de ma femme. 그 소설에서는 한 여자가 정말로 식물이 되어버리는 초현실적인 일이 일어나는데요. 남자가 그 여자를 이제 식물이 된 뒤에 발코니에 나가서 화분에 심고 물을 주고 그런 이야기였습니다. C'est une nouvelle un peu surréaliste parce que dans cette nouvelle, la femme devient réellement une plante et donc le mari la plante dans un pot qu'il met sur le balcon et qu'il arrose tous les jours. 그 단편을 쓴 다음에 이걸 변주해서 하나의 장편을 써보겠다는 생각을 하게 됐는데요. 처음부터 이렇게 연작으로 구성을 했습니다. 그래서 처음 구상은 아마 3개의 중편 또는 4개의 중편으로 구성을 하겠다 이렇게 생각했어요. Et donc après avoir écrit cette nouvelle, j'avais envie d'en tirer aussi un récit plus long, mais dès le départ, en fait, j'avais conçu justement plusieurs volets, peut-être 3 ou 4. 그런데 이 소설에서는 처음에 썼던 내 여자의 열매라는 단편과는 달리 초현실적인 일이 일어나지 않고요. 이제 이 주인공은 자신이 식물이 되어가고 있다는 환상 속에서 먹을 것을 거부하는 그런 내용으로 바꿨습니다. Ce qui a changé par rapport au fruit de ma femme, donc il y a cet aspect un peu fantastique qui disparaît parce que la femme ne devient pas réellement une plante, mais elle vit dans l'illusion de devenir, dans laquelle elle se voit en tant que plante. Donc elle refuse tout aliment. 이 3개의 중편 연작은 각자 모두 다 이제 문학 잡지에 발표를 했고요. 독립적으로 읽어도 하나의 중편으로 받아들일 수 있고 연결을 해서 대여를 하면 하나의 장편이 되도록 구성을 했습니다. Et donc effectivement, c'est volontairement que je les ai conçus de cette façon, c'est-à-dire que ces 3 volets peuvent être lus indépendamment, et que là, ils ont été publiés séparément dans des revues différentes, mais aussi on peut les lire dans une continuité. Je reviens un petit peu à la scène qu'on a entendue tout à l'heure. C'est vrai que le personnage central qui s'appelle Yong-hae, elle ne s'exprime jamais personnellement en fait, dans aucune de ses nouvelles. En, fait. En dehors sans doute de la relation de ses rêves dans le premier texte, qui est mise en italique. Et donc nous ne la devinons qu'à travers les regards des autres, en fait, des proches. Dans le premier volet, c'est le mari. Dans le deuxième volet, c'est son beau-frère qui en tombe amoureux, en fait, qui est aussi un artiste. Et dans le troisième volet, comme on a pu voir, donc c'est la sœur aînée de Yong-hae. Donc, ça accroît en fait le mystère qui entoure cette jeune femme, à la fois impassible et exaltée. En fait. Et on suppose tout simplement qu'elle a eu une blessure dans son enfance ou dans sa jeunesse. J'aurais voulu poser la question donc à Nguyen, en fait, parce que c'est les points de vue qui varient, c'est quand même aussi un dispositif qu'elle emploie assez souvent. Par exemple, dans les ouvrages dont je vais parler tout à l'heure, le garçon grec et le garçon olympien, c'est un petit peu le dispositif similaire. Donc je vais lui poser la question sur ce point-là. 이 소설은 이제 3개의 장으로 이루어져 있고요. 첫 번째 장인 영애라는 주인공의 남편이 화자가 되어서 이야기를 이끌어가고, 두 번째는 이제 영애 언니의 남편이고요. 그 다음에 마지막에 3장에서는 언니가 얘기를 이끌어갑니다. 원래 계획은 시간이 흐른 뒤에 그 인의 아들이 성장을 해서 마지막 4장을 이제 화자로 이끌어가는 걸 계획을 했었는데, 이 3장의 마지막 문장을 쓰면서 더 이상
필요 없다는 생각을 하게 됐어요. 근데 왜 그렇게 시점을 갖고 오시는 거예요? 아니 그렇게 여러 가지 시점을 이용하시는 저는 이렇게 장들을 구성하면서 영예에게는 목소리를 주지 않아야 한다고 생각했습니다. 왜냐하면 영예는 오로지 오해되고 또는 증오되기도 하고 또는 욕망되는 어떤 존재로서 존재하지만 자신의 목소리를 갖지 못하는 어떤 존재여야 된다고 생각했어요. 그래서 그녀를 바라보는 사람들의 시선으로 이 소설을 구성을 했고요. 그리고 결국은 독자들은 이 세 개의 중편을 다 읽고 나면 그 조각들을 이어서 그녀의 내면을 알 수 있는데 어쩌면 그렇게 해서 맞추게 된 조각들 속에서 드러나는 그녀의 어떤 진실이 그녀에게 목소리를 주어서 나타나는 진실보다 더 강할 수도 있겠다 그런 생각을 했어요. Je donne d'abord la parole au mari, ensuite le beau-frère, ensuite la sœur. Et je n'avais au départ conçu ici un quatrième volet, donc, en faisant parler, dans lequel j'aurais fait parler donc, le fils de la sœur. Mais je craignais que ce soit un peu long, donc finalement j'ai renoncé au quatrième volet. Mais effectivement, le choix était volontaire de ne pas donner la parole directement au personnage central Yang-hee, parce que Yang-hee est l'objet d'un malentendu, l'objet de la haine, quelquefois l'objet aussi du désir. Donc elle est décrite qu'à travers le regard des autres. Et je me suis dit que la vérité que le lecteur peut comprendre à son sujet, donc en rassemblant donc, les différents morceaux de choses ainsi constitués, que pouvait être plus forte que la vérité qui pouvait sortir de sa propre bouche. Et je reviens à la question suivante. La végétarienne aussi est un récit de transgression, parce que le personnage central désobéit à ses parents. Le père, d'ailleurs, se montre assez violent à cause de cela. Et c'est aussi une question d'adultère, un peu particulier en plus, parce qu'il y a une relation entre le personnage et son beau-frère, et certaine sexualité fétichiste. Est-ce que c'est le reflet d'une révolte contre un monde entier anthroposant? Et j'aurais voulu savoir comment donc la critique ou le public coréen ont réagi à ces transgressions. 소설을 쓰게 될 때 마음에 대해서 얘기를 먼저 해드려야 될 것 같아요. 쭉 끊어서 통역하기가 힘드실 것 같아서 제가 한 문장씩 말씀드리면 선생님께 많이 하라고 얘기하십니다. Je vais d'abord vous raconter un peu mon état d'esprit à l'époque où j'ai commencé à écrire ce texte. 이 소설을 쓰게 된 계기는 제가 어릴 때부터 가지고 있던 인간에 대한 어떤 의문에서 출발한 것이었습니다. Ce qui m'a poussé à écrire ce texte, c'était les interrogations que j'avais depuis mon enfance sur l'homme, sur la nature humaine. 어쩌면 그런 인간에 대한 의문 때문에 제가 소설을 쓰게 된 것 같기도 한데요. 이 소설을 쓰면서 제가 가장 중요한 질문으로 가지고 있었던 것은 한 인간이 누구에게도 해를 끼치지 않는 아주 결백한 방식으로 존재하는 것이 가능한가 하는 것이었습니다. C'est d'ailleurs ces interrogations qui m'ont poussé à devenir romancière sans doute, et la question la plus importante que je me posais, c'était qu'est-ce qu'un être pouvait exister
거지 그 간격이 너무 넓은데 이 소설의 주인공인 영애는 그런 인간의 스펙트럼을 지켜보면서 자신의 형제이자 자매인 이 인간을 고통스럽게 바라보고 자신의 안에도 그런 스펙트럼이 존재한다는 걸 느끼고 그리고 인간성의 어두운 면을 이제 지워버리고 싶어하는 그런 인간입니다. Il y a des hommes très sains, il y a des hommes très, très cruels, et je pense que Yang est tout à fait, la gamme est très vaste, Yang est tout à fait consciente, et je pense qu'avec cette conscience, elle regarde son entourage, ses frères et sœurs par exemple, et qu'elle sait qu'il y a justement le côté sombre et le côté clair en elle-même, et qu'elle essaie d'effacer justement cet aspect sombre. 그래서 어떻게 보면 육식이라는 것은 인간이 남을 해치고 남의 생명을 빼앗음으로써 생명을 유지하는 것이라는 그런 사실을 견디기 어려워서 이 여자는 이제 극단적인 채식을 결행하게 되고 그리고 그것을 넘어서서 자신이 식물이 되어가고 있다고 믿으면서 모든 음식을 거부하게 되죠. Et donc, manger de la viande, pour elle, ça symbolise vraiment cet aspect, ce côté cruel de la condition humaine, c'est-à-dire que les hommes tuent des autres vies pour pouvoir survivre. Et elle ne supporte pas ce fait, donc elle prend la décision radicale de ne manger que les produits végétaux. Et au-delà même, elle va même plus loin de cela, elle se voit elle se voit comme une plante. 그래서 이 여자가 이렇게 채식을 하고 음식을 거부해서 나무가 되어가고 있다고 믿는 것은 결국은 자신을 구원하기 위해서지만 실제로는 자신이 파멸에 이르는 그런 아이러니가 발생하게 됩니다. Et donc, elle pense, elle vit dans l'illusion qu'elle est en train de devenir un arbre, hein, et elle pense qu'en le faisant, donc elle arrive à une espèce de salut, qu'elle a ses moyens de se sauver, mais en fait, en le faisant, comme on le sait, qu'elle arrive à se détruire. 아까 보수적인 한국 사회에 대해서 얘기하셨는데 이 소설이 출간되었을 때 상당히 그런 충격을 받았다는 독자들이 많았습니다. Donc on a parlé effectivement de la société coréenne confucéenne. C'est vrai qu'à l'apparition du livre, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait part du choc qu'ils ont ressenti en lisant le livre. 독자들은 이 여자가 너무 이상하다고 얘기를 했습니다. Il y avait des lecteurs qui disaient que l'héroïne était vraiment bizarre. 그리고 2장에서는 섹슈얼리티가 등장을 하게 되는데 그 부분에 대해서도 불편을 느끼는 독자들이 있었습니다. Et aussi dans le deuxième volet, la sexualité qui apparaît très clairement dans cette partie aussi a mis mal à l'aise certains lecteurs. 그렇지만 제가 생각했던 어떤 인간에 대한 질문이나 고민들에 대해서 이해하고 공감해주는 독자들도 많이 있었습니다. Mais il faut dire que il y avait beaucoup de lecteurs également qui ont compati, qui ont compris mes interrogations sur la nature humaine. 어떤 여자분들은 이 소설이 어떤 비명을 지르는 여자의 이야기 같다고 보이지 않는 비명을 지르는 여자의 이야기 같다고 고백을 해오기도 했습니다. Certaines lectrices m'ont dit que on avait l'impression qu'en lisant le livre que c'était des cris silencieux de l'héroïne. 재미있는 경험을 아르헨티나에서 했는데요. 이 소설이 아르헨티나에서 번역이 되어서 나왔는데 부에노스아이레스에 방문을 했었는데 그곳에서는 한국과는 달리 고기를 굉장히 많이 먹더라고요. Il y avait aussi une histoire assez drôle, c'est que le livre est publié en Argentine, hein, et donc j'y étais allée en fait, cette occasion-là, et j'ai remarqué que les Argentins mangent énormément de viande, beaucoup plus que les Coréens. 그래서 더욱 그분들은 충격을 받으셨고 고기를 안 먹는다는 것은 이제 음식 자체를 거부하는 것이고 삶을 거부하는 것이다라는 얘기를 해줬습니다. Apparemment, le choc était plus grand pour les Argentins que pour les Coréens, parce que pour eux, ne pas manger de viande, refuser de manger de viande, était
était vraiment, qui Vallée refusait de vivre. 또 재밌는 해석도 들었는데요. 거기는 카톨릭이 강해서 카톨릭적으로 해석을 해서 영예가 어떤 대속자로서 인간의 모든 어떤 죄를 짊어지고 죽음을 향해서 나아가고 있는 그런 존재로 느껴졌다는 평도 들었습니다. Il y avait aussi, il y avait aussi une lecture assez influencée par le catholicisme, qui est apparemment une religion importante dans ce pays, c'est que Yangye symbolisait aussi le péché du monde et qu'elle avançait vers la mort avec ce poids. 굉장히 흥미로운 해석이었고 많은 생각을 하게 됐습니다. Je trouvais que cette interprétation était assez intéressante et ça m'a fait réfléchir. La végétarienne a été adaptée à l'écran, juste pour vous dire, voilà. Donc, alors, je vais passer, si vous avez envie de poser des questions sur l'adaptation, je vous invite à le faire tout à l'heure. Je vais parler à l'ouvrage suivant, donc Le son grec. Alors, ce roman, donc, je dirais, pour moi, c'est un roman de la perte. Enfin, je me poserai la question de savoir si elle est d'accord. Parce que perte de la vue, perte de la parole, perte d'un enfant aussi, de l'amitié, de l'amour, des racines et de l'espoir. Le roman raconte en fait une rencontre sans issue de deux individus en fait qui souffrent d'un handicap de communication. Parce qu'elle n'est pas née muette, mais elle devient muette suite à des traumatismes qu'on devine liés à l'enfance. Et là, de ce fait, tout perdu, alors qu'elle menait une brillante carrière, elle divorce, enfin, le mari impose le divorce, elle la garde son petit-fils, lui est retirée. Quant à lui, il sombre progressivement dans une cécité annoncée dès son enfance. Son père y est passé et lui est condamné au même sort. Et tous deux se croisent dans un cours de grec ancien où il est professeur et elle est une élève et il est très agacé évidemment par le mutisme de la femme, mais il ne comprend pas pourquoi. C'est aussi l'histoire émaillée des souvenirs des deux personnages, donc, des deux obsessions, je dirais. Elle est hantée par les mots qui lui échappent, et lui, il vit dans l'angoisse permanente évidemment d'une perte totale et inéluctable de la vue. Et au final, chacun d'eux restera prisonnier donc, de sa solitude. Donc je vais lui poser aussi la question, peut-être qu'on va lire d'abord un extrait de... Je crois. L'extrait de le début. Peut-être le début de... 우리 사이에 칼이 있었네 라고 자신의 유비명을 써달라고 보리에스는 유언했다. 일본계 혼혈인 비서였던 아름답고 젊은 마리아 고타마에게. 그녀는 87세의 보리에스와 결혼해 마지막 석 달을 함께 지냈다. 그가 소년 시절을 보냈으며 이제 묻히고 싶어 했던 도시 제네바에서 그의 인종을 지켰다. 한 연구자는 자신의 책에서 그 짧은 묘비명이 서슬퍼런 상징이라고 썼다. 보리스의 문학으로 들어가는 의미심장한 열쇠라고. 기존의 문학적 리얼리티와 보리스 시크스 기사의 가로나인 칼. 믿었던 그와는 달리 나는 그것을 지극히 조용하고 사적인 고백으로 받아들였다. 그 한 줄의 문장은 고대 북구의 서사시에서 인용한 것이었다. 한 남자와 한 여자가 한 침상에서 보낸 첫 밤이자 마지막 밤. 새벽이 올 때까지 두 사람 사이에 장거리 놓여 있었다. 그 서슬퍼런 칼날이 만년의 보리레스와 세계 사이에 길게
가리려했던 실명이 아니라면 무엇이었을까? 스위스로 여행한 적이 있지만 제네바에는 들르지 않았다. 그의 무덤을 굳이 직접 보고 싶지 않았다. 대신 그가 보았다면 무한히 황홀해했을 성 갈렌의 도서관을 둘러보았고 무책임 선착장에서 배를 타고 저물역까지 오른 덮인 알프스의 협곡 사이를 떠다녔다. 어느 곳에서건 사진을 찍지 않았다. 풍경들은 오직 내 눈동자 속에만 기록되었다. 어차피 카메라로 담을 수 없는 소리와 냄새와 감촉들은 귀와 코와 얼굴과 손에 낱낱이 새겨졌다. 아직 세계와 나 사이에 칼이 없었으니 그것으로 그때는 충분했다. Entre nous se trouvait une épée. C'est ce que Borges a demandé de faire écrire sur sa tombe, à la jeune et belle Maria Kodama, métisse japonaise, qui était sa secrétaire. Elle avait tenu compagnie à l'écrivain pendant les 3 derniers mois de sa vie et l'avait épousé alors qu'il avait 87 ans. Elle était présente lors de sa mort survenue à Genève, où il avait passé son enfance et où il avait souhaité être enterré. Un chercheur a déclaré dans un ouvrage que cette brève inscription sur sa tombe était un symbole à la lame tranchante. Alors qu'il voyait là une clé permettant d'entrer dans la littérature de Borges, un couteau posé entre la réalité littéraire du passé et l'écriture borgesienne, j'ai pris cela pour un aveu tout à fait délibéré et personnel. Cette phrase succincte est tirée d'un poème épique de l'Antiquité scandinave. La première et dernière nuit qu'un homme et une femme passent ensemble, une épée est posée entre les deux jusqu'à ce que l'aube arrive. Que pouvait être cette lame tranchante, sinon la cécité qui s'était interposée à la fin de sa vie entre Borges et le monde? J'ai déjà voyagé en Suisse, mais je ne me suis pas arrêtée à Genève. Je n'avais pas envie de voir sa tombe. À la place, j'ai fait un tour dans la bibliothèque de Saint-Gall, qui aurait infiniment ravi Borges. Je me souviens du contact rêche des pantoufles que les visiteurs devaient enfiler pour protéger le parquet, vieux de 1000 ans. Puis, montant sur une embarcation à Lucerne, j'ai flotté jusqu'à ce que le soleil se couche sur les gorges des Alpes couvertes de glace. Nulle part je n'ai pris des photos. Les paysages ne sont enregistrés que dans mes prunelles. Les sons, les odeurs et les touchés, impossibles à saisir avec un appareil photo, se sont gravés un par un dans mes oreilles, dans mon nez et dans mes mains. Cela me suffisait à l'époque, car il n'y avait pas encore d'épée entre moi et le monde. La femme joint ses 2 mains devant sa poitrine. Les sourcils froncés, elle regarde le tableau noir. « Bon, essayez de lire, » dit en souriant l'homme qui porte des lunettes au verre épais et à monture argentée. Elle remue les lèvres, mouille celle du bas, du bout de sa langue. Elle tord ses 2 mains jointes rapidement dans le silence. Elle ouvre la bouche et la referme aussitôt. Suspend sa respiration avant d'aspirer profondément. Il déclare en reculant d'un pas en direction du tableau, comme pour dire qu'il attendrait le temps qu'il faudra. « Lisez ». Les paupières de la femme tremblent, à la manière des élytres qu'un insecte frotte énergiquement l'un contre l'autre. Elle ferme les yeux avec force avant de les rouvrir, comme si, ce faisant, elle souhaitait se découvrir transportée dans un autre lieu. L'homme réajuste ses lunettes de ses doigts qui portent des traces de craie blanche. « Allez-y, je vous écoute. » Elle porte un pull noir, un ras de cou et un pantalon également noir, tout comme la veste qu'elle a suspendue sur le dossier de sa chaise, le grand sac en tissu et l'écharpe tricotée qu'on aperçoit à l'intérieur. Cette tenue de deuil est surmontée par un visage dépourvu de maquillage, maigre comme une sculpture en terre qu'on aurait étirée verticalement. Elle n'est ni plus très jeune, ni particulièrement belle. Ses yeux dénoteraient l'intelligence si des paupières qui tremblaient perpétuellement n'empêchaient pas de s'en apercevoir. Ses épaules et son dos sont courbés, comme si elle voulait se réfugier dans son habit noir en fuyant le monde. Ses ongles sont coupés cruellement courts. Un chouchou en velours pourpre entoure son poignet gauche et c'est le seul objet en couleur qu'elle porte sur elle.
Comme dans La végétarienne qui aboutit donc perte de la raison pour l'héroïne, mais aussi perte de son entourage, des artistes. Dans le son grec, pour moi, encore une fois, c'était un roman de la perte, c'est de la vue, un personnage et de la voix et de son fils pour l'autre. Donc je vais poser cette question donc, à l'auteur sur cet aspect-là. 소설에는 이제 한 남자와 한 여자가 등장을 하는데요. 이 남자는 아마 얘기하신 것 같은데 서서히 시력을 잃어가는 사람입니다. 근데 저는 이 남자의 이야기가 우리들의 자화상이라고 생각했어요. 우리는 모두 다 서서히 세계를 잃어가는 존재이기 때문입니다. Comme je l'avais dit, donc l'homme est en train de perdre sa vue, et pour moi c'est une espèce d'autoportrait, enfin pas de moi-même, mais de nous tous. Nous sommes tous en train de perdre quelque chose. 여자는 말을 잃었는데요. 언젠가 누군가 저에게 이런 얘기를 하더라고요. 왜 너의 소설에는 뭔가를 거부하는 사람들이 나오는지, 육식, 고기를 거부하거나 또는 언어를 거부하는 그런 사람들이 나오는지 묻더라고요. 근데 어떻게 보면 거부하는 동시에 상실을 경험하는 그런 존재이기도 하다고 생각하고요. 뭔가 이 여자가, 이 히라버시 간에서 이 여자가 언어를 밀어내고 또는 언어를 잃고 동시에 언어와 함께 세계를 잠깐 이렇게 자신으로부터 떼어내면서 어떤 자신이 숨쉴 수 있는 어떤 공간을 확보한다고 할까요? 그런 의미도 있다고 저는 느낍니다. 영해가 육식을 밀어내면서 어떤 자신의 존엄한 공간을 찾으려고 몸부림쳤던 것과 비슷한 그런 경험입니다. Et la femme, quant à la femme, elle est en train de perdre la parole. Et quelqu'un m'avait parlé plutôt du refus plutôt que de la perte. Le fait de refuser de manger la viande, le fait de refuser de parler, donc le refus ou la perte. Par exemple, le personnage féminin de ce roman, donc, elle repousse ou elle perd la parole. Donc elle s'éloigne du monde. Mais en même temps, c'est une manière pour elle de se procurer un espace dans lequel elle peut respirer. Et c'est un petit peu comme le personnage féminin de Yonhei dans La végétarienne. En refusant de manger de viande, elle crée son propre univers. Alors, il est temps donc de passer à l'ouvrage suivant. Avec le garçon bien, c'est un titre provisoire parce que j'ai à peine commencé à traduire cet ouvrage. Un gars me surprend une fois de plus. Je vais peut-être d'abord vous montrer un film qui a été réalisé par l'éditeur coréen, donc à l'occasion de la sortie de cet ouvrage.
Étrange. Normalement, il y a la musique, mais aussi un petit texte. Le texte est assez. Problème technique. 감독이 사라졌어요. 이 책을 읽기 직전에 한국의 인디 음악을 한 한희정 이런 분에게 이 소설의 얘기를 했는데 이 음악을 만들었고 그리고 잘 아는 영화 감독 두 사람, 아주 잘 있는 영화 감독 두 사람에게 얘기해서 이 아주 짧은 트레일러를 만들게 됐습니다. Et avant l'apparition du livre, je vais parler donc du livre dans autres une chanteuse de l'underground. Donc elle a composé la musique et ensuite j'en ai aussi parlé à deux réalisateurs que je connaissais, donc c'est eux qui ont fait ce film. Donc je disais qu'Angan me surprenait encore avec cet ouvrage. Il est tout récent, il est sorti au mois de mai, de cette année. Et elle y évoque en effet un événement majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, la Corée du Sud, à savoir le massacre de civils par les militaires en 1980 dans la ville de Gwangju. La disparition soudaine du dictateur Park Chung-hee amène les militaires à s'ériger en défenseurs de l'ordre public et à exercer, donc, comme vous le savez certainement, une répression sanglante à l'encontre des manifestants. Un événement que Hangang connaît, surtout parce qu'elle a entendu parler, parce qu'en fait elle n'y habitait plus au moment de l'événement. Alors qu'elle évoquait très peu de cet événement, dans son œuvre, et là, dans cet ouvrage, elle en fait le décor central. Et même si on pouvait penser, quand même, avec le végétarien, que cette tragédie avait dû laisser sur elle, tout comme d'ailleurs sur beaucoup d'écrivains coréens de sa génération ou de la génération d'avant, en fait, des séquelles qu'on peut deviner, par exemple, à travers une certaine prédilection pour les obsessions monomaniaques, qui sont autant d'antichambres de la folie et aussi de la persévérance dans laquelle donc, ça plume les choses et les traque. Je voudrais quand même demander à Hangang pourquoi ce retour sur Gwangju. 사실은 저는 역사적인 사실에 관해서 소설을 쓰는 사람은 아니었고요. 인간 내면에 더 집중하는 작가였는데 방금 아까 읽었던 히라버 시간을 쓰고 나서 뭔가 이제 좀 더 인간과 세계를 삶을 이렇게 끌어안는 그런 소설을 쓰고 싶었어요. 그런데 그게 잘 되지 않았습니다. 그래서 왜 그것이 안 되는지, 왜 나는 언제나 인간에 대해서 이렇게 깊은 의문과 의심과 이런 고통을 느끼면서 살아가고 있는지를 이렇게 곰곰이 저희 내면을 더듬어 보다가 제가 만 10살 때 경험했던 광주를 기억하게 됐습니다. Je n'étais pas personnellement un écrivain qui s'intéressait particulièrement à l'histoire du pays. J'étais plutôt l'écrivain de l'intérieur qui s'intéressait à la nature humaine. Et après avoir écrit donc, le son grec, j'avais envie d'écrire quelque chose qui embrasse
la vie, l'homme, etc. Mais je n'y arrivais pas et je me suis demandé pourquoi j'avais en moi-même tant de doutes, tant de questions et tant de souffrances. Et je me suis rappelé tout d'un coup cet événement que qui s'est produit en fait quand j'avais 10 ans. 어떻게 보면 채식주의자의 주제도 인간의 폭력에 대한 깊은 고민인데요. 아주 어린 시절부터 저에게는 인간의 폭력에 대한 근본적인 고민과 질문이 있었고 결국은 그게 제가 그 자리에 있었던 것은 아니지만 거기서 무슨 일이 있었는지 다 알고 있었고 그리고 그 충격적인 사진들과 거기에 있었던 사람들의 증언이 결국은 제가 인간에 대해서 가지고 있는 모든 생각들의 가장 밑바닥에 가장 깊은 부분에 깔려서 저를 기다리고 있었다는 사실을 알게 됐습니다. Dans la végétarienne, déjà, il est beaucoup question de la violence de l'homme. C'est vrai que c'est une question que je me pose depuis mon enfance, sur la violence de l'être humain. Parce que je n'ai pas vécu cet événement, je n'y étais pas, mais je savais ce qui s'était passé, j'avais vu des photos et j'avais entendu des témoignages. Et sans doute tout ce que j'ai entendu et que j'ai vu constituait sans doute la base de mes réflexions sur la nature humaine. 저에게 글을 쓴다는 것은 질문들을 가지고 계속 앞으로 나아가는 것과 비슷한데요. 만약에 제가 이 광주를 한번 정면으로 들여다보고 통과하지 않는다면 더 이상은 아무것도 쓸 수 없을 것 같다는 그런 생각 속에서 이 소설을 시작했습니다. Pour moi, écrire, c'est d'avancer avec des questions aussi, mais je me suis dit à un moment que si je n'affrontais pas cette question de Gwangju, je ne pourrais plus avancer. 그렇지만 이 소설이 어떤 역사적인 증언으로 쓰진 않았고요. 왜냐하면 80년대 그리고 90년대 한 중반까지 어떤 증언으로서의 광주는 이제 이미 많은 선배 작가들이 있기 때문입니다. Mais ce n'est pas non plus un témoignage historique parce que il y a eu beaucoup de témoignages sur cet événement dans les années 80 et 90. 저는 좀 더 제가 늘 가지고 있었던 인간에 대한 질문에 집중하려고 했었고 광주에서 그때 죽은 15살 소년 그 소년이 한 걸음씩 걸어서 이 트레일러에 나왔던 것처럼 한 걸음씩 걸어서 이렇게 현재까지 걸어오는 이야기로 생각했습니다. Donc c'est un petit peu la suite de mes interrogations sur la nature humaine plutôt. Et donc j'imaginais un garçon qui a 15 ans qui est mort lors de cet événement et j'imaginais que ce garçon continuait sa marche jusqu'à aujourd'hui. 그래서 이 소설은 모두 7장으로 이루어져 있는데요. 1장과 2장은 이제 80년 5월 당시 그 소년 친구의 죽음을 경험한 다른 주인공인 소년의 이야기고 2장까지는 3장에서는 5년의 시간이 흐르고 4장에서는 10년의 시간이 더 흐르고요. 4장에서는 20년, 5장에서 25년, 그리고 6장에서는 이제 이 모든 이제 생존자들의 증언이고요. 그리고 6장에서는 이제 살아남은 동호라는 소년의 어머니가 얘기를 하고 7장에 이르면 이제 현재로 와서 작가가 말을 합니다. 저로 추정되는 그 작가가 이제 현재까지 소년을 이렇게 이어주는 그런 내용으로 구성을 했습니다. Donc le roman est constitué de 7 chapitres. Dans les 2 premiers chapitres évoquent donc l'événement même, c'était de mai 80, et notamment la mort d'un camarade de ce personnage. Et 3e chapitre, c'est l'histoire qui a lieu 5 ans après. 4e chapitre, 10 ans après, ainsi de suite 20 ans après. Et au 6e chapitre, donc c'est le témoignage des survivants. Et aussi de la mère du gamin qui est mort. Et au dernier chapitre, donc c'est une espèce de la voix de l'auteur en fait qui permet de connecter tous ces chapitres. 그 소년의 마지막 순간은 이 소설에 직접적으로 등장하진 않고요. 이 각 장에서 기억 속에서 그리고 너라고 불러서 호명하는 그
적성이라고 볼 수 있습니다. Donc, on ne raconte pas la fin de la vie de ce garçon, pas directement évoqué, mais il est désigné par tu souvent dans les différents chapitres, et que donc on rassemble les différents morceaux pour reconstituer un petit peu ça. Je vais peut-être passer à une ou deux questions d'ordre plus général. C'est vrai que, mais aussi en même temps, ce qu'elle dit me fait penser à cette question-là. C'est vrai, dans les années 1990, qui sont marquées par l'avancement à grands pas vers la démocratie, on a souvent reproché aux jeunes écrivains de l'époque de ne plus s'intéresser aux grandes causes et de ne se préoccuper que de leurs problèmes personnels. Et aujourd'hui, en 2014, moi en tant que lectrice, je constate personnellement que finalement la réalité sociale intéresse toujours les écrivains, aussi bien dans leurs œuvres que dans leur vie, où ils s'expriment d'ailleurs assez souvent en public sur tel ou tel sujet sociaux. Donc voilà, donc je voudrais poser cette question à Rina. 사실 저는 1993년에 이제 아주 어린 나이에 22살, 3살 이때부터 이제 시를 쓰고 단편소설을 쓰면서 작품 활동을 시작했는데요. 그때는 이제 군부 독재가 끝난 시점이었기 때문에 저에게는 어떤 사회적인 발언을 해야 한다는 부담감, 또 그런 책임감이 없었고 그런 짓눌림이 없었기 때문에 굉장히 행복한 세대로서 글쓰기를 시작할 수 있었습니다. J'ai commencé à écrire en 1993, donc j'avais 22 ans par là, puis les poèmes et des nouvelles, et les dictatures avaient disparu, donc j'avais plus ce poids en fait, je ne me sentais pas obligée de m'exprimer, voilà, enfin, de jouer un rôle dans la société, de m'exprimer aussi en ce sens-là. Et donc je fais partie de cette heureuse génération. 큰 이야기를 하고 사회를 변화시켜야 하고 이런 압박감이 없었기 때문에 어떻게 보면 90년대부터 2000년대 지금까지도 한국 문학이 굉장히 이렇게 다양하게 꽃피었다고 할 수 있습니다. Donc je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs, c'est que je n'avais pas justement cette obligation de m'exprimer en public et contribuer à l'évolution de la société, etc. Donc il n'y avait pas cette pression. Donc je pense que les écrivains des années 90 et aussi des années 2000 donc, se sentaient plus libres et ça a probablement contribué à une certaine diversification. 물론 사회의 역사적인 문제에 관심을 가졌던 작가들은 한국전쟁이라든지 여러 가지 일들을 이제 작품 활동으로 자신의 문제의식을 풀어냈고요. 대신에 그게 어떤 압박감으로서가 아니라 자신의 선택에 의해서 그럴 수 있었다는 것이 좋았던 것 같습니다. Et il y avait certainement aussi des écrivains qui ont continué à parler de la guerre de Corée, des sujets plus lourd, mais c'était plus un choix personnel cette fois-ci qu'autre chose. 그런데 최근에 이제 한국 젊은 작가들에게 이제 어떤 고민이 좀 생겼는데요. 이제 2009년에 정권이 바뀌면서 용산이라는 곳에서 철거민들이 이제 자신의 어떤 생존을 위해서 농성을 하다가 경찰에 의해서 강제 진압되면서 목숨을 잃는 사고가 있었습니다. Mais il y a un événement qui a amené les écrivains d'aujourd'hui à se poser aussi des questions. C'est qu'en 2009, avec le changement ensuite, un changement du gouvernement en fait, il y a eu une vague de manifestations des expropriés dans le quartier de Yongsan et une très forte répression policière et qui en fait, suite à cela, il y a eu des morts. 그때 굉장히 놀라운 일이 일어났는데 그때까지 아주 개인적인 소설만을 썼고 아주 실험적인 그런 작품 활동을 해왔고 그랬던 젊은 작가들이 모여서 우리는 이것에 반대한다는 선언도 하고
문제에 관심을 기울이는 그런 경향이 생겨나게 됐습니다. Et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que quelques écrivains qui s'intéressaient plutôt, enfin écrivaient des histoires plutôt personnelles ou s'intéressaient plus à des renouvellements formels, des choses comme ça, se sont réunis pour exprimer leur colère face à cette situation. 지금도 한국 문학 속에서는 굉장히 흥미로운 문학적 실험도 진행되고 있고 이런 사회 문제에 대한 고민도 예전과는 다르게 문학적으로 깊게 녹여서 그렇게 표현하는 작품들도 많이 있고요. 굉장히 그 다양성이 존재하는 그런 어떤 공간이라고 보시면 될 것 같습니다. Je pense qu'on peut qualifier, on peut définir le paysage actuel de la littérature coréenne comme un champ extrêmement varié et divers, parce qu'il y a encore une fois des renouvellements, des tentatives de renouvellement formel, mais il y a aussi justement sur un questionnement sur la réalité sociale, mais beaucoup plus intériorisé qu'avant. Et voilà, donc il y a des formes très, très diverses. En parlant de la diversification, justement, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler du rôle de Internet et de la technologie qui ont joué, donc qui ont exercé une grande influence sur les différents secteurs de la société, mais aussi sur la littérature. Justement en permettant cette diversification tant sur le plan formel que sur aussi le plan du contenu. Mais encore là aussi, il me semble que les bouleversements annoncés justement et qui étaient réels dans une certaine mesure n'ont pas non plus fait disparaître complètement les vieilles pratiques, puisque par exemple on continue à publier des romans en feuilleton, alors cette fois-ci sur des sites internet et non pas seulement dans les quotidiens par exemple. Et j'aimerais poser cette question aussi sur cette publication en feuilleton à Anne Gans, ce qu'elle en pense, si elle le fait, etc. 한국에서는 이제 원래 신문이나 잡지에 장편 소설을 일부씩 이렇게 이어나가는 그런 전통이 있었는데요. 이제 요즘은 일간지 연재는 많이 없어졌고 대신에 출판사나 또는 서점에서 운영하는 인터넷 사이트에서 이제 매일 이렇게 조금씩 연재를 합니다. 그래서 저도 연재를 해봤고요. 그리고 그 나름대로 저 같은 경우 처음에 초고를 연재하진 않고요. 전체적인 어떤 초고가 한번 나오면 그 다음에 그걸 이제 고쳐가는 과정에서 이제 연재를 합니다. 그러면 어떤 긴장감을 가지고 매일 하나 이렇게 한 요만큼 부분을 연재하는 그게 저에게는 좋은 경험이고 앞으로도 계속해 나갈 것 같습니다. 창비. Effectivement, il y a une tradition en Corée de ces publications en feuilleton, et autrefois c'était les journaux, aujourd'hui c'est plus des sites, des éditeurs, des choses comme ça. Je fais partie de ces écrivains effectivement qui publient aussi en feuilleton, mais une fois que j'ai le premier jet, c'est au moment où je relis donc, le texte que j'accepte effectivement de le publier en morceaux. C'est un petit peu comme un devoir quotidien. Je relis et puis je donne le texte pour la publication. Je pense que c'est une bonne expérience. D'ailleurs, le dernier ouvrage, donc Garçon vient, a été publié de cette façon sur le site de l'éditeur Tsangi. Je vais peut-être poser une dernière question et puis ensuite je vais peut-être laisser la parole à la salle. Sur sa création de la poésie, en fait, aussi, qu'elle écrit aussi des chansons. Je vais vous faire écouter une chanson qu'elle a composée et écrite et chantée. Voilà. 원래 시하고 소설을 이제 같이 썼었고요. 데뷔를 할 때는 시로 조금 먼저, 몇 달 먼저 데뷔를 했고요. 문학 잡지에 발표를 했고, 이제 신춘문예라는 한국의 특별한 제도인데 내년 초에 각 신문사들이 이제 단편 소설을 공모해서 이제 상을 주는 그런 제도인데 그걸 통해서 이제
썼습니다. 몸이 아프다거나 뭐 이사를 한다거나 뭔가 이렇게 마음이 흔들릴 때 그럴 때 이제 시를 썼고요. 작년에 시집을 한 권 드디어 묶었어요. 그래서 저희는 아주 기쁜 일입니다. Effectivement, j'ai fait mes débuts plutôt en tant que poétesse, un peu plus tôt qu'en tant que romancière, parce que j'avais publié des poèmes dans une revue. Ensuite, peu de temps après, une des nouvelles que j'ai écrites, j'ai reçu un prix donné par un quotidien selon un système qui est bien particulier, propre à la Corée. Mais après, par la suite, donc, je suis plutôt intéressée à la prose, mais il m'arrive encore d'écrire des poèmes, surtout quand je ne me sens pas très bien, quand je me sens un peu malade, ou quand il y a un événement dans ma vie, un déménagement, des choses comme ça. Et je suis très heureuse d'ailleurs d'avoir publié un premier recueil de poèmes l'an dernier. 소설은 이제 제가 뭔가 일상과의 팽팽한 균형을 유지하면서 그 생각을 하면서 계속 써나가야 하는 어떤 그런 행위예요. 특히 장편 소설 같은 경우는 뭐 짧게는 1년, 길게는 3년, 4년까지 걸리기 때문에 그 작업을 제 인생하고 맞바꾸는 그런 이제 많은 에너지를 필요로 하는 작업인데요. 시는 그것과는 다르게 쓰려고 애쓴다기보다는 아까 말씀드린 것처럼 문득 써질 때 찾아오면 이제 잠깐 제가 하던 일을 멈추고 그 시에 집중해서 그렇게 그러니까 작업 자체가 전혀 다른 그렇지만 병행할 수 있다고 느껴지는 그런 작업입니다. La prose, en fait, c'est un équilibre à ma vie aussi, parce que ça fait partie de ma vie, de mon quotidien, surtout un récit assez long. Je mets quelquefois un an, peut-être même plus, 3 ou 4 ans pour écrire un récit long. Donc ça demande, c'est un travail quotidien qui demande beaucoup d'énergie. Alors que les poèmes, c'est surtout quand j'ai des inspirations, c'est des moments assez brefs de ma vie, comme ça je suis saisie donc justement de l'envie d'écrire des poèmes. Donc c'est deux façons de travailler très différentes, mais complètement compatibles. Je vous fais écouter d'abord la chanson ou je vous invite à poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ou peut-être que en écoutant la chanson, peut-être que préparez vos questions. Oui? Non? Je lance la chanson. Alors, vous pouvez expliquer un peu le contexte de cette chanson. 제가 벌써 한 8년 정도 전에요. 보통 이제 시를 쓸 때는 이제 문장이 하나 떠오르면 그거에 따라서 이렇게 쭉 문장이 하나 오면 이제 시를 쓰게 되는데 그 해에는 왜 그랬는지 문장이 생각이 나면 이렇게 그 멜로디도 생각이 나더라고요. 그래서 그거를 제가 악보를 쓸 줄 모르기 때문에 이렇게 테이프에 녹음을 했어요. 그래서 피아니스트 제 친구에게 이제 보여줬더니 그 테이프를 줬는데 자신이 편곡도 좀 편안하게 해주고 그리고 악기 연주하는 사람도 친구들이 같이 이제 즐거운 추억을 만들어보자 이렇게 해서 같이 음반을 하나 조그맣게 만들었고요. 좋은 추억으로 남아있습니다. 그런데 지금 보여주실 영상은 저는 음악만 들어보시라고 드렸는데 그것도 좋을 것 같아요. 어떤 팬이 너무 이렇게 제 사진을 다 모아가지고 영상을 만들어서 좀 voilà, donc il y a à peu près 8 ans, en fait, en général, quand j'écris un poème, c'est à partir d'une phrase qui me vient comme ça à l'esprit. Et cette année-là, je ne sais pas pourquoi, il y avait, en même temps qu'une phrase, il y avait une mélodie qui venait aussi avec, comme je ne connais pas les partitions, j'ai enregistré la mélodie avec la parole et je l'ai montré donc, à un ami pianiste qui a arrangé donc, le morceau et puis avec des amis, d'autres amis musiciens. Donc on a décidé
de garder ça en souvenir, voilà, donc de mon premier album. Alors, la chanson que vous avez écoutée, en fait, ça a été, en fait, c'est sur YouTube. C'est un des, c'est quelqu'un apparemment qui aime beaucoup ce que fait Enghien, qui a rassemblé des photos de Enghien pour mettre en même temps que la chanson. Donc, bon, l'auteur voudrait bien nous faire écouter la chanson, mais les images vont la mettre un peu mal à l'aise. Donc, on va peut-être seulement écouter. Comment on fait? Question de branchement? Monsieur le technicien. On va peut-être vous demander de chanter en direct, hein, parce qu'on a l'accompagnement. Hein,
몇 년 전에 젊은 작가 페스티벌에서 딱 한 번 이 노래를 불렀었어요. 그리고 이렇게 사람들 앞에서 이 노래를 들은 건 처음인데 굉장히 부끄럽고 잊지 못할 것 같습니다. La seule fois où j'ai chanté cette chanson en public, c'était il y a quelques années dans un festival des écrivains. Et c'est la deuxième fois que je l'entends donc en public et ça m'embrasse beaucoup, mais je pense que je peux en garder un bon souvenir. Est-ce que vous avez des questions à me poser? 안녕하세요. 제가 2012년에 한국에서 프랑스 작가인 루클레지오의 컨퍼런스에 갔었거든요. 근데 루클레지오가 한 사람을 굉장히 칭찬하는 얘기를 들었어요. 근데 제가 말씀드리고 싶은 거는 다양한 종류의, 다양한 장르, 다양한 분야에 관심을 갖고 글을 쓰셨는데 외국 작가 중에서 영향을 받으신 분이 있는지 첫 번째 질문이고요. 그 다음에 두 번째는 그러니까 서재에, 작가님 서재에 바이블처럼 항상 아니면 가끔이라도 서재 한편에 자리 잡고 영감을 주는 작품이 있는지 알고 싶습니다. 실은 저는 책을 읽는 걸 너무 좋아했기 때문에 글을 쓰는 사람이 된 경우예요. 그래서 어릴 때부터 책을 읽으면서 이제 저 자신을 형성해 갔다고 생각이 되고요. 아주 어릴 때 저희 집에 그 삼성이라는 출판사에서 지금 이 기업 삼성하고 다른 거예요. 한자만 같은 건데 거기서 나온 세계문학 전집이 있었어요. 그래서 거기 굉장히 많은 이제 외국 작품들이 있었습니다. 물론 저는 이제 아버지가 작가이기도 하시기 때문에 집에 한국 작가들 책이 훨씬 많았어요. 그래서 한국 작가들로부터 영양분을 얻어서 성장을 했고요. 동시에 이제 그 외국 문학 그 책들을 이제 읽으면서 이제 형성기를 보냈습니다. 기억나는 작품은 너무 많아요. 여러분 다 10대 읽는 도스토옙스키라든지 어릴 때 아주 어릴 때 기억에 그 프루스트 잃어버린 시간을 찾아서 앞부분 스완의 집 쪽으로를 읽을 때 그때도 굉장히 기억이 남고요. 한 13살? 이해는 잘 못했어요. 하지만 그냥 즐겁게 낯선 경험으로 읽었던 기억이 나고요. 어릴 때는 굉장히 다양한 작가들 좋아했고 지금은 이제 한국에는 그 외국 문학에 대한 호기심이 굉장히 강해요. 그래서 굉장히 많은 나라의 다양한 작품들이 번역되어서 나오고 있습니다. 좋은 출판사에서 좋은 컬렉션들이 많아요. 그래서 그걸 놓치지 않고 쫓아가면서 읽으려고 다양하게 읽으려고 노력하고 있어요. 이게 딱 하나 집어서 말하기는 어려울 것 같고요. 제가 제 서재를 늘 이제 바꾸기도 하고 이제 책을 바꿔 꽂을 때도 항상 이렇게 놓치지 않는 책들은 제가 20대 후반에 불교에 굉장히 깊게 들어가 있었던 시기가 있었는데 지금은 그렇게까지 이제 그 불교에 관한 책들을 읽지는 않는데요. 그렇지만 언제나 중요한 자리에 꽂아놓은 책들이 불교에 관련된 책들입니다. 근데요, 특히 아주 짧고 개인적인 작품인데 아프리카인이라는 전 이상하게 그 작품에 애정이 많아서 가끔 펼쳐서 읽어보곤 해요. Alors je suis étudiant en traduction littéraire et j'aimerais savoir justement par rapport à la traduction si en travaillant avec vos traducteurs, si vous leur donnez une carte blanche ou alors si vous avez des conditions, des recommandations, des interdictions. 외국어가 영어밖에 없어서요. 사실은 이제 제가 처음으로 이제 받아본 외국어로 번역된 책이 그래도 일본어는 한자가 있으니까 그렇게 낯설게 느껴지진 않았는데 스페인어로 번역된 책을 받아봤는데 굉장히 기분이 이상했어요. 왜냐면 거기 제 사진도 있고 제 이름도 있는데 한 문 정도 해석할 수가 없는 거예요.
낯선 경험이었고 사실상 이제 번역가가 메일을 보내오고 질문들을 던지는 경우가 많아요. 그럴 때 이제 제가 최대한 열심히 대답도 해드리고 이제 의논도 하고 이 부분을 이제 강조하고 싶었던 건지 좀 더 절제하고 싶었는지 이런 사소한 부분들도 의논을 하면 좋고요. 저는 그런 과정을 굉장히 즐기는 편이에요. 그런데 이제 제가 유일하게 알고 있는 언어인 영어로 채식주의자가 내년 1월에 나오는데 이건 이제 번역자하고 긴 시간에 걸쳐서 대화를 나누고 메일도 거의 한 20통은 주고받은 것 같아요. 그러면서 많은 대화를 나눴습니다. 저는 번역이 굉장히 흥미로운 경험이라고 생각하고 문학을 사랑하는 사람이 아니면 할 수 없는 엄청난 어떤 노고를 필요로 하는 문장 하나하나 쉼표, 느낌표, 마침표까지 다 뒤집어 봐야 하는 그런 훌륭한 작업이라고 저는 생각하고 있고 제가 할 수 있는 한은 같이 작업을 하고 싶어하는 편입니다. 안녕하세요. L'été dernier, j'ai été en Corée du Sud et j'ai passé 2 semaines dans un restaurant végétarien, donc c'est au sujet du livre La végétarienne. Et j'ai pu retrouver cet esprit où la viande, tuer un animal, c'est un peu contre la cruauté de l'homme. Donc je voulais savoir quelle revue a eu le livre du côté des végétaliens, parce que c'est vrai qu'on retrouve un peu leur mentalité intérieure, mais il y a une connotation où l'héroïne devient folle. Donc le régime végétalien est un peu lié à la folie. Donc comment eux, de leur côté, ont reçu les livres en fait? 사실은 가끔 어떤 독자들이 채식을 할까 말까 고민하는 와중에서 이렇게 채식의 좋은 점을 얘기해주는 책인 줄 알고 이 책을 샀다는 사람들도 있었어요. Il y avait des lecteurs qui m'ont dit qu'ils ont acheté le livre en pensant que c'était des conseils pratiques sur le régime végétarien. 그리고 아주 충격을 받았다는 그런 Ils ont été très très surpris en lisant le livre. 그런데 이 소설을 읽어가다 보면 이 소설이 채식에 관한 책이 아니라 아까 말씀드렸던 것처럼 인간의 폭력이라든지 인간의 어떤 구원의 가능성이라든지 이런 것들이라는 것을 자연스럽게 느끼게 되기 때문에 채식주의에 관한 책인 줄 알고 샀던 분들도 나중에는 많이 공감을 하셨다는 이제 그런 얘기도 들었습니다. 기억에 남는 어떤 만남이 있는데 채식주의자 낭독회가 끝나고 어떤 여성 독자가 남아서 저에게 잠깐 얘기를 하고 싶다고 얘기를 했어요. 그래서 무슨 일이냐고 했더니 자기가 이제 고기를 먹는 게 너무 싫은데 그걸 자기가 극복해야 할 어떤 자신의 성향이라고 생각하고 그런 어떤 채식을 하고 싶은 마음을 억누르면서 살아왔는데 이 소설을 읽으면서 뭔가 자신과 공통된 면을 찾고 눈물을 흘렸다는 그런 얘기를 해주셨습니다. Bonjour, moi j'aurais une question vis-à-vis des 3 premiers romans dont on a parlé et aussi de la notion de grec. Vous avez beaucoup de personnages qui sont des femmes et souvent elles se renferment sur elles-mêmes ou deviennent carrément folles. Donc je voulais savoir si déjà c'était une part d'introspection, parce que vous parlez beaucoup de conditions humaines, mais est-ce que ça vous parle à vous-même vis-à-vis, je sais pas, de votre passé ou de votre vécu? Et aussi sur la condition de la femme en Corée du Sud, est-ce que c'est un parti pris de faire des femmes comme ça qui se renferment beaucoup sur elles-mêmes, si c'est de la société, enfin voilà. 근데 지금 공교롭게 지금 소개해드린 채식주의자 1화 시간이 아까 어떤 이제 독자가 비평가가 이제 뭔가를 거부하는 여자의 이야기라고 공통점을 찾아냈는데요. 지금 말씀하신 것 같은 그런 소리 없이 비명을 지르는 여자 그런 이미지가 두 작품에 다 있다는 생각이 들어요. 또 그렇지 않은 내용의 소설들도 썼고요. 제가 6편의 장편소설을 썼는데 소년문단은 또 전혀 다른 내용이고요. 어쨌거나 이 두 소설은 좀 그런 면에서 지금 말씀하신 면에서 닮아 있는 것 같아요. 제 개인적인 경험은 글쎄요, 그거
것이고 이렇게 언제나 소설과 잠깐 연결되어 있을 수밖에 없다고 생각됩니다. 하지만 어떤 구체적인 사건을 말씀드릴 수 있을 것 같은 뭐 그런 정도의 유사성은 없네요. Je voulais savoir si oui ou non vous l'avez fait aimer et si oui ou non l'adaptation était restée fidèle en fait, à l'esprit du livre. Et si vous avez participé en quelque sorte au processus de réalisation ou si vous ont demandé votre avis ou comment ça s'est passé. 이 제 친구인데요. 이런 질문을 받는 게 너무 곤란한데 항상 네, 그래서 좀 복잡합니다. 네. 복잡해요. 근데 모든 저의 상상과 감독의 상상이 일치할 수는 없는 것이라서요. 네, 제가 상상했던 이미지하고는 달랐지만 그건 감독의 작품이기 때문에 어쩔 수 없다고 생각합니다. 오히려 차라리 좀 더 자유롭게 탐색을 했어도 좋았겠다는, 그러니까 어떤 부분은 대사가 완전히 똑같이 썼는데 좀 더 이렇게 자유롭게 했으면 오히려 좋았을 것 같다는 생각도 들고요. 저는 그 작업에 그때 바로 다음 작품이 바람이 분다 가라를 쓰고 있었기 때문에 그 작업에는 전혀 참가하지 못했어요. 나중에 혹시 다른 영화가 만들어진다면 그때는 꼭 같이 참가를 해서 이렇게 뭔가 이렇게 좀 많은 어떤 대화도 하고 그러고 싶은 마음이 있습니다. En fait, j'ai deux questions. Désolé. C'est un peu compliqué, je pense. La première question est, comme vous avez dit, il y avait un événement ou l'affaire très triste et tragique. Par exemple, comme vous avez dit, il y avait l'affaire Yonsan où les gens me sont été attaqués et sacrifiés par le pouvoir violent de l'État. Et c'est aussi, il y avait l'accident ou l'affaire du ferry. C'est vrai. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'écrire le roman comme une réflexion directe de la société ou comme une critique directe de l'État. Mais avec je voudrais poser la question sur votre opinion et votre pensée sur la relation entre, par exemple, la blessure et le rétablissement. Parce que je pense que la blessure et le rétablissement sont les thèmes que vous aimez dans vos romans. C'est ma première question. 제가 이 소년이 온다를 쓰기로 결심한 게 2012년 12월이에요. 근데 그때 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 저의 아주 내적인 계기로서 왜 내가 인간을 껴안기가 이토록 어려운가, 나는 이토록 인간을 껴안고 싶어 하는데 왜 무엇이 내 안에서 그것을 막고 있는가를 고민하다가 이제 광주가 거기 있다는 것을 알게 됐어요. 그래서 그 내적인 계기고요. 그 다음에 외적인 계기도 있었는데 이제 상황이 너무 안 좋아, 한국의 상황이 안 좋아지고 있고 정치적 상황이, 그래서 뭔가 이 광주라는 것이 얼굴을 바꿔서 자꾸만 우리에게 되돌아오고 있다는 그런 느낌을 받았어요. 그래서 소년의 이야기를, 우리가 호명하는 우리에게 오는 소년, 그런 이야기를 꼭 쓰고 싶다는 그런 생각을 이제 하게 됐죠. 그리고 이걸 쓰는 동안에도 이제 광주라는 그 사건이 지금 정권 쪽에서는 그냥 이렇게 조용히 이렇게 묻으면 좋은 그런 사건이기 때문에 왜곡도 많이 일어나고 있고 이제 그런 상황이에요. 그리고 제가 이 소설을 쓸 때 또 철도 노동자들이 파업을 했는데 그것도 이제 경찰 공권력이 이제 진압을 하고 이런 과정을 지켜보면서 뭔가 내가 지금 뭔가 직접적인 발언을 하지는 않지만 이 소설을 쓰고 있다는 것이 저에게는 위로가 됐던 게 사실입니다. Question. Vous avez cité, je pense qu'il y avait quelques écrivains qui
est très intéressé ou même hanté par le thème de l'aveuglement ou par la relation entre le voir et l'aveugle. Par exemple, en France, Georges Bataille a une restauration et vous avez cité un Amérique latine. Il y avait Borges. Je pense que c'est très très paradoxal de traiter le thème de l'aveuglement ou le silence ou du mutisme en tant qu'écrivain, parce que l'écrivain est un être qui traite le langage et le son. Alors, je pose cette question sur votre pensée, votre opinion sur la relation entre l'aveuglement et le langage ou le mutisme et le silence. 시간은 그런 눈이 멀어가는 남자와 말을 잃은 여자가 마지막에 이제 두 사람이 소통하기가 어려울 거 아니에요? 눈이 멀었으니까 말밖에는 이제 할 수가 없는데 그 말을 상대는 들을 수 없으니까 소통이 어렵잖아요. 그래서 이제 손바닥에 여자가 남자의 손에 글씨를 써서 소통을 하는 장면이 나옵니다. 그래서 그 장면을 쓰면서 뭔가 제가 쓸 수 있는 가장 따뜻한 장면을 쓰고 있다고 생각했어요. 사실 아까 얘기한 것처럼 눈이 먼다는 것은, 눈이 멀어간다는 것은 우리의 어떤 보편적인 운명이랄까요? 세계를 살아가면서 잃게 되고 모든 것이 소멸해 나가는 과정 속에 우리가 있는 것인데 그 속에서 어떤 손과 손바닥이 연결되어서 어떤 언어를 주고받는다는 그 장면을 쓰면서 뭔가 저 자신이 뭔가 이렇게 저 인생의 어떤 핵심에 다가가고 있다는 그런 느낌을 받았었습니다. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez lu pas mal de textes bouddhistes et en fait, personnellement, je m'intéresse beaucoup à un moine que vous connaissez certainement, qui est Choi Somsa. Et je m'intéresse au fait qu'il intègre la pensée bouddhiste dans la vie quotidienne des Coréens. Et je m'intéresse sur le fait que, est-ce que vos lectures sur le bouddhisme, j'ai l'impression qu'elles vous ont beaucoup aidé dans votre écriture? Dans quelle mesure en fait ça a influencé votre écriture, que ce soit avec la végétarienne, que ce soit avec la cécité justement et la perte de quelque chose, ou même dans son Onyona, ce cycle de renaître, enfin, le fait que le garçon renaît, dans quelle mesure vos lectures sur le bouddhisme vous influencent dans vos écrits? Merci. 일단 제가 불교에 언제부터 관심을 가지게 됐는지 너무 근원적인 거라서 말하기가 시기를 말하기 어렵고요. 어릴 때 연등회라는 행사가 있습니다. 부처님의 생일, 축하탄신일에 이제 아름다운 연등을 밝히는 그런 행사를 하는데 해마다 이제 그곳에 가면서 어떤 아름다움에 대해서 생각을 했던 기억이 나고요. 그리고 불교라는 것은 이제 늘 소멸에 대해서 생각하는 어떤 사유의 방식이라고 저는 생각해요. 그래서 영원을 믿지 않는, 우리에게 영원이라는 건 없다고, 영원이라는 건 없다고 생각하는, 그것은 이제 제가 옛날처럼 불교에 몰두해 있진 않지만 그건 지금도 제가 어떤 인생의 철칙처럼 가지고 아무것도 영원하지 않다는 사실을 가지고 살아가고 있어요. 그래서 제가 사물을 볼 때, 그리고 사람들을 만날 때, 또는 인생의 순간순간을 살아갈 때 그런 근본적인 불교의 사유가 늘 영향을 미치고 있다고 할 수 있습니다. Ils sont